Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Un rendez-vous où sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. C'est tout un plaisir de vous retrouver. Je suis Lukman Sanfo, président du tribunal de l'actualité, et en cette journée, je vous partage cette pensée de l'écrivain français Ferdinand Bach qui dit ceci: là où commence le caractère dégradant de l'intrigue, c'est quand on fait la cour à ceux que l'on méprise. Bonne méditation en cette journée du 3 juillet 2020, dernière convocation pour cette semaine. Disons bonjour au juge au siège, Bernard Bourgman et Geoffroy Vaha. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour juge Bourgman, bonjour Président, bonjour téléspectateurs et auditeurs. Voilà, merci donc à tous les deux d'être juges à cette émission, le tribunal de l'actualité. Bonjour également à toute l'équipe de réalisation, à la radio, Watt FM, mais également à la télé True TV. Ce matin, nous revenons encore une fois sur l'actualité, et ce matin, puisque hier nous n'avons pas pu aborder cette question qui avait été enrôlée, cette affaire enrôlée, c'est donc la publication que le magazine panafricain Jeune Afrique a faite, car en tout cas en faisant cas d'une nouvelle tentative de coup d'État déjouée dans la nuit du 25 au 26 juin 2020 au Bénin. Au cours donc d'un point de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement béninois a abordé la question, et d'après lui, une dizaine de personnes ont donc été arrêtées et présentées à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Mais selon le porte-parole du gouvernement, ces individus ont été arrêtés pour avoir posé des actes jugés contraires à la paix. Par contre, le ministre ignore en tout cas leur implication dans une tentative de coup d'État. Il a donc fait savoir qu'il revenait donc au magazine Jeune Afrique de révéler ses sources. Et puis on parla aussi de l'actualité ivoirienne, vous savez, avec ce retour, on va dire, du successeur désigné de Alassane Dramane Ouattara, Amadou Gon Coulibaly, qui avait été en tout cas annoncé pour gravement malade, ou pour certains, sinon même complètement invalide pour d'autres. Il est rentré hier à Abidjan, il a annoncé reprendre sa place, et nous allons aborder justement les conséquences de ce retour au niveau de l'actualité politique ivoirienne. Et puis, peut-être la première partie de l'émission, on va parler d'une interrogation posée par notre confrère de Libre Info, qui parle donc de la situation des fausses affaires qui sont en tout cas révélées au niveau de la présidence du Faso. Il a fait un rappel des incidents, sinon des actes, des événements qui ont porté en tout cas sur des questions de corruption, ou des personnes directement travaillant au niveau de COSIAM, le palais présidentiel du Burkina Faso, sont citées. On va revenir sur un certain nombre d'actions. On parle donc des révélations du journal montrant, parlant d'abord des cas des audiences monnayées, des cas aussi révélés par le journal Mutation, qui parlait des soldats du groupement de sécurité et de protection républicaine qui s'occupaient aussi de la sécurité du président du Faso, et qui avaient été impliqués dans une affaire de confection de cachets, de faux cachets, voilà, de leur hiérarchie qu'ils utilisent pour établir des faux ordres de mission, pour percevoir des frais de mission, entre autres. C'est une kyrielle de cas recensés par le journal. On va y porter un jugement dès la première partie de cette émission du tribunal de l'actualité. Voici ce qui retient notre attention. On va prendre les avant-propos des juges au siège.
Merci encore une fois de votre fidélité à ce programme, le tribunal de l'actualité. Pour la première partie, les avant-propos, c'est Bernard Bougouin qui va prendre la parole en premier. Merci, Président. Alors, mon avant-propos va concerner la reprise des vols au niveau de l'espace Schengen vers un certain nombre de pays. Et donc, il y a les frontières aériennes, mais il y a des pays qui sont interdits effectivement de survoler l'espace Schengen, donc l'espace européen. Et donc, il y a des pays qui ne font pas partie de cette liste-là. Et donc, parmi ces pays, il y a le Sénégal. Donc, le Sénégal aussi qui dit vouloir appliquer le principe de réciprocité. Donc, le Sénégal a dit, dans ce cas, lui aussi n'ouvrira pas son espace aux voyageurs en provenance des pays qui ne procèdent pas de même avec lui. Donc, je cite, suite à la décision de l'Union européenne de bannir le Sénégal de la liste des pays autorisés à voyager dans son espace, l'État du Sénégal a pris la décision suivante. Le principe de réciprocité sera applicable à tous les États ayant pris des mesures à l'encontre du Sénégal. Et c'est le ministre aérien des transports, pardon, le ministre sénégalais des transports aériens qui a fait l'annonce sur sa page. Ça a suscité beaucoup de commentaires. Mais je pense aussi qu'il y a un devoir de vérité. Donc, à un moment donné, la compagnie Air France avait annoncé reprendre ses vols sans dire à certains pays qu'il reprend ses vols à destination de ces pays-là. Et c'est par les voies des médias sur les communiqués que des pays ont appris que la compagnie va reprendre ses vols à sa destination, sans crier gare. Et donc, ces pays ont dit, mais bon, il y a un minimum. Parce que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir effectivement vous recevoir dans ces conditions. Et puis bon, puisque vous devez descendre chez nous, le minimum, il y a un minimum de courtoisie à observer. Donc certains avaient tapé du poing sur la table. Aujourd'hui, il y a des pays qui ne sont pas autorisés. Et donc, dans ces conditions, le Sénégal aussi a été clair là-dessus sur le principe de réciprocité. Je pense qu'il faut effectivement que les États, à un moment donné, puissent montrer leur gage de souveraineté. Maintenant, c'est rare, c'est une autre époque, c'est rare où ces choses-là, c'est très difficile en son temps de pouvoir le faire. C'était ceux qu'on collait la peau du révolutionnaire, des progressistes ou de ceci ou cela, qui arrivaient à le faire. Ceux qui sont passés par le prisme de la démocratie, qui s'attendaient avec les casquettes des bons élèves, bel exemple du continent, étaient beaucoup plus dans le confort d'huer, de caresser. Et puis bon, aujourd'hui, les uns et les autres ont compris que bon, les choses sont en train de changer. Donc, j'ai dit ça suscite beaucoup de commentaires. Jusqu'où ce bras de fer pourra aller, ben là, on attendra aussi de voir. Merci. D'accord. Merci à vous pour cet avant-propos. Geoffroy Vara. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner le domaine des arts, cinéma. C'est Michel Zongo, burkinabé, réalisateur et producteur de films, documentaire, c'est ce dans quoi on l'a beaucoup connu, qui est aujourd'hui membre du Collège des Oscars, ce prestigieux prix-là qui honore ceux qui, dans le domaine du cinéma, arrivent à se démarquer par la qualité de leur travail. Et il est le premier burkinabé à siéger. Et ça, c'est un vrai honneur qu'il fallait partager. C'est quelqu'un qu'on a connu avec Sibi, l'âme du violon, et puis Espoir Voyage. Moi, je me rappelle que le dernier FESPACO, j'ai pu l'interviewer, évidemment, dans le cadre de mettre en lumière ce que nous avons comme nom et expertise en la matière. Et c'est quelqu'un d'assez sympathique. Et je voulais, en avant-propos ici, rappeler ce fait-là parce que c'est à l'honneur du Burkina et c'est un vrai bosseur. Et puis, à la fin, il y a une leçon aussi qu'on tire. Quelqu'un qui est de formation hôtelier et qui arrive à tirer son épingle du jeu dans ce secteur-là qui n'est pas si facile, celui du cinéma, où sous nos cieux, il faut avoir le dos assez large parce que ça demande des moyens. Et lui, il a trouvé avec les moyens du bord la facilité de pouvoir faire rêver, la facilité de pouvoir produire des éléments qui sont assez intéressants. Et quand vous voyez Espoir Voyage, il revient sur sa propre histoire, celle de sa famille, quelqu'un qui tente de retrouver les traces d'un grand frère qu'il n'avait pas vraiment connu.
Et derrière tout cela venait une carrière. Et je pense que c'est une leçon aussi pour les jeunes qui sont nombreux aujourd'hui. Quand vous l'écoutez, souvent il dit, je suis hôtelier de formation, mais j'ai toujours voulu faire du cinéma. C'est quelque chose que j'avais dans mon âme. C'est-à-dire que quel que soit là où vous passez dans la vie, ce que vous avez dans votre fond, lorsque vous y croyez, il y a Dame Nature qui vous permet à un moment donné de pouvoir réaliser votre rêve pour peu que vous y teniez vraiment. Donc moi je voulais le prendre en avant-propos aujourd'hui et puis lui dire félicitations. Et puis c'est un honneur fait au Burkina. Et puis je termine pour dire que c'est quand même près de 6000 personnes en gros qu'on a comme membres votants, et puis quelquefois ça tourne et tout, mais c'est vraiment un honneur pour le Burkina. Merci à vous pour cet avant-propos qui rend hommage donc à ce talent burkinabé. Les Burkinabés ont du talent et on en est fiers. Merci à vous, à tous les deux d'ailleurs, pour cette première partie de l'émission. Les avant-propos. Alors la suite, c'est une actualité nationale par laquelle on va commencer. C'est cet édito partagé par notre confrère de Livre Info qui, dans un article en tout cas, s'est posé la question à savoir s'il faut en vouloir au président Roch Kaboré ou à ses hommes qui travaillent autour de lui, au regard donc de la multitude de révélations de fausses affaires, comme le titre, le journal qui se succède. On est même tenté de dire que c'est le lieu, le COSIAM, le palais présidentiel, le lieu de tous les coups fourrés actuellement qu'on peut faire remarquer. Le journal cite d'abord cette révélation du journal L'événement dans sa parution de mars 2018, comme quoi il y a des audiences monnayées à COSIAM. Et il a aussi fait remarquer que la direction générale du protocole d'État à l'époque s'était contentée donc d'un communiqué dans lequel elle invitait donc les victimes à prendre attache et avec la direction et à tirer toutes les conséquences qui peuvent générer de tels actes. Et on n'a pas connu véritablement de suite de cette affaire qui avait été révélée par le journal. Ensuite, en octobre 2019, le journal Mutation révèle à son tour que des soldats du groupement de sécurité et de protection républicaine, les GSPR, qui s'occupent donc aussi de la sécurité du président du Faso et de la protection du chef, tout ce qui est de la sécurité de cette localité-là, sont impliqués donc dans une affaire de confection de faux cachets, de leur hiérarchie qu'ils utilisent pour établir des faux ordres de mission, pour percevoir des frais de mission fictives. Et la suite aussi, on avait vu la sortie du procureur Yoda qui avait laissé entendre en tout cas que tous les incriminés, qui étaient tous des gendarmes, reconnaissaient sans embâche les faits et ont perçu des sommes d'argent variant entre 700 000 et 1 480 000 francs. Le journal qui continue, il dit aussi que sur la période du 29 décembre 2015 au 31 décembre 2016, les équipes de Luc Mars Ubriga, donc le contrôleur général de la SLC, ont révélé des cas de mauvaise gestion de carburant. Et la suite également, on attend de voir. Et il vient terminer par cette affaire qui, à travers la toile en tout cas, est devenue virale, l'affaire Adama Kanazoué. Donc le journal se pose la question à savoir, faut faire confiance à Roch Kaboré sur sa promesse d'assainir en tout cas la gestion de la chose publique au Burkina Faso au regard de ce qui se passe tout à côté de lui. Quel regard peut-on porter donc sur cet article du journal et de la question principale soulevée, la question de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Bernard Bougman, déjà pour la question, l'intérêt porté par le journal, est-ce que c'est bien une préoccupation partagée par plus d'un Burkinabé? Oui, c'est une préoccupation partagée par bien de Burkinabé. Là, je réponds sans embâche. Préoccupation parce que la présidence du Faso, c'est quand même c'est le high level, comme on le dit. C'est là où travaille le président, ses collaborateurs, c'est l'image également du pays, aussi c'est la qualité des hommes qui y travaillent. Et donc effectivement dans ces conditions il y a un intérêt, surtout que le président a affirmé qu'il ne fera pas de cadeau pour les questions de malversation. Celui qui s'y mêle effectivement va pouvoir y répondre. Donc les Burkinabés scrutent chaque jour pour voir est-ce que la bonne gouvernance, le bon exemple vient de là-haut. Et donc, dans le couloir présidentiel, il y a beaucoup de bruits qui se disent. Parfois vrai, parfois pas vrai. Donc, dans ces conditions, tout le monde regarde là-bas. Parce que le plus petit commis de l'État aussi peut prendre l'exemple de là-haut. Donc, en fonction des hommes qui animent, qui s'occupent du travail là-bas et en fonction aussi de ce qu'il y a comme enjeu. Donc il y a un impact forcément sur les autres aspects du quotidien burkinabé dans son service ou bien dans son vécu. Donc il y a un intérêt manifeste par rapport à une telle situation. Et ce qui fait que quand il y a des cas comme ça qui viennent,
effectivement, cela retient l'attention. Du reste, en ce qui concerne les monnayages des audiences, on en avait parlé. J'avais également fait l'écho de ces choses-là, où 2 messieurs avaient été formellement identifiés par le journal Le Dossier de Adama Demis Ouedraogo, qui avait formellement identifié 2 personnes qui étaient dans le cercle du président et qui faisaient effectivement entrer les probables investisseurs moyennant de l'argent. Là aussi, il avait nommé ma cité ces 2 messieurs, et en avant-propos, j'avais dit que si tel était réellement le cas, c'était effectivement de pouvoir de rendre justice. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas eu d'informations par rapport à la suite à donner. Donc, il y a un président qui a un entourage qui est accusé à tort ou à raison, mais je pense qu'il y a aussi le moment qui est venu, effectivement, de pouvoir regarder ces choses de près, par lui-même, et puis faire valoir ce qui doit être fait. Parce qu'à l'allure où vont les choses, à un moment donné, tout porte à croire que toutes les accusations sont vraies. Alors qu'il y a des accusations, je dis bien, il y a des accusations qui ne sont pas exactes, on peut tomber sur la manipulation, mais il y a beaucoup de choses qui sont avérées. Quand c'est comme ça, ça joue sur la crédibilité de la présidence du Faso. On allait oublier une autre affaire qui a été soulevée par le journal, c'est l'affaire de l'ex-secrétaire permanent des engagements nationaux, M. Boukari Compaoré, ou également la présidente du Faso, qui avait été révélée par le journal Courrier confidentiel en août et décembre 2017, une affaire dans laquelle M. Compaoré et un entrepreneur donc avaient été montré que M. Compaoré réclamait un montant de plusieurs millions de francs CFA aux bénéficiaires du marché public, car ce dernier aurait surévalué donc les travaux à réaliser. Une autre affaire également qui s'ajoute sur le compteur. Est-ce que ces faits sont imputables au président du Faso, Roch Kaboré, ou bien c'est la preuve du mal qui gangrène la société burkinabé? Bon, c'est vrai qu'il y a la réalité qu'il y a ce mal-là qui gangrène la société burkinabé, mais à la vérité aussi, on s'attend à ce que, pour ce qui est de ceux qui entourent le président du Faso, ce soit des personnes qui soient la transpiration de toute la probité qu'on attend, forcément de personnes qui soient à ce niveau de responsabilité-là. Maintenant, je dis aussi quelque chose. C'est bien de dire que quelqu'un est mal entouré, ceci aussi. On n'entoure pas quelqu'un, il s'entoure. C'est de ça qu'il s'agit. Il fait le choix de personnes avec lesquelles il va travailler. Il fait le choix de personnes qui lui parleront à son oreille. Il fait le choix de personnes qui pourront le conseiller. Donc, quand vous avez fait le choix, on ne dit pas vous êtes mal entouré, c'est les gens qui sont autour de vous qui ne sont pas bien, c'est ceci, c'est cela. Mais vous êtes comment? Et puis, c'est vous qui vous entourez mal. Il y a un problème. Ailleurs, vous verrez... Donc il y a une responsabilité dans le choix des personnes avec qui on travaille. Mais il en est responsable. Ça, c'est aussi simple que cela. Je crois que ça tombe sous le sens. Partout, même en famille. Vous êtes un père de famille, vous direz à vos enfants, vous veillerez sur les personnes que vos enfants fréquentent, vous veillerez sur ceci, sur cela. C'est la réalité, parce que vous savez que les bonnes mœurs se corrompent facilement. Mais je ne veux même pas à ce stade-là. Mais je dis, quand on est à un niveau de responsabilité, on choisit les gens qui vont nous parler à l'oreille, ça veut dire que les conseillers, on choisit les personnes avec lesquelles on travaille, on choisit son cercle restreint. Parce que on est, je ne dirais pas forcément directement comptable de ce qu'ils font, mais par ricochet, on est éclaboussé. Donc, on veille clairement dans les choix qu'on fait. Et donc, si à chaque fois vous avez des scandales liés aux personnes qui sont autour de vous, il y a un problème. Et c'est facile de dire, vous êtes mal entouré. On choisit ceux qui nous entourent, et je ne pense pas qu'ils sont venus l'entourer, il s'est entouré de personnes. Donc pour vous, si on doit en vouloir à quelqu'un, c'est au président lui-même? Je dis, on ne peut pas concevoir qu'il y ait autant de scandales autour de personnes, autour de vous, on va dire des scandales qui lient des personnes, qui sont liés à des personnes autour de vous, et à chaque fois de façon répétée, et qu'il n'y ait pas grand changement. Bon, quand vous dites qu'il n'y a pas grand changement, on sait que la plupart des révélations sont des faits de presse, des révélations de presse, on va dire comme ça, mais par moment, il a réagi. Le cas du SP des engagements nationaux qui a été débarqué,
En fait, en même temps que vous évoquez la chose, vous me donnez la brèche. Vous dites par moment, il réagit. C'est normal que ce soit par moment. Peut-être la bonne expression, mais c'est pas forcément. Par moment, quand vous dites par moment il réagit, ça veut dire qu'il y a un problème. Quand on a parlé de la question du monnayage, par exemple, comment est-ce qu'on appelait ça, des audiences, on demande à ceux qui auraient été victimes de cela de venir se présenter. Mais il y a un journal qui a révélé un certain nombre d'éléments, avec des noms et tout. Quelle suite a été donnée? Mais est-ce que cette suite-là lui incombe? Parce qu'il appelle les instances habilitées à faire le travail nécessaire. Ah non, mais il y a un souci. Je suis président, il y a quelqu'un qui menait les visites me concernant. Je tape. Oui, mais si l'affaire passe dans les mains du procureur, par exemple, est-ce que c'est au président encore de veiller à cela? N'oublions pas quelque chose. Je prends des exemples pour qu'on se comprenne. D'accord. Quand est survenu le problème au niveau de la gestion du plan de riposte Covid, avec la ministre, les personnes qui l'entourent et tout, est-ce que pour fixer des responsabilités ou bien pour faire sauter des fusibles, on a attendu des enquêtes et tout? Monsieur Martial a payé. Pour beaucoup, on a dit ici sur la table que c'est infusible. Parce que l'affaire était assez grave et quand vous regardez dans le processus de décision et les responsabilités, la dame ministre a une certaine responsabilité et les gens qui l'entourent. Donc je veux dire, on n'attend pas qu'on fouille et tout. Il y a une question de probité, il y a une question de confiance. Et lorsqu'il y a des faits qui, au regard des éléments qui sont recoupés, vous permettent d'avoir assez de matière pour dire ceci ou cela, vous dites, écoute, je me sépare de vous parce que... Je prends un autre cas, on a vu c'était Kagame, avec sa ministre, qui lui répondait que au niveau des aéroports, tout était nickel. Quand vous arrivez, il y a assez de tests pour pouvoir répondre aux besoins et savoir qui entre et s'il est porteur du virus ou pas, parlant du coronavirus. Mais il a fait un contrôle inopiné. Il n'a pas entendu midi à 14h. Quand il a vu qu'on l'a menti, qu'on t'ait fait mentir ou pas, lui, c'était pas son souci. Vous m'avez dit ce qui n'était pas. Il s'est assumé. Je pense aussi que c'est une façon de démontrer une certaine rigueur. C'est une façon aussi d'imprimer une marque qui est celle que, quand on parle d'une institution, c'est celle du sérieux. Quand on parle d'une institution, elle devrait inspirer un certain nombre de choses. Maintenant, quand vous allez attendre à chaque fois qu'il y ait des enquêtes, il y ait des ceci, il y ait des cela, alors que vous avez, en la matière, des éléments prouvants ou des éléments incriminants, qu'est-ce que vous décidez? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, lorsque nous discutons ici sur les plateaux, nous disons, lorsque telle personne est éclaboussée par telle affaire, et quand on voit les éléments qui sont à charge, à un moment donné, il faudrait que la personne se démette, présente une démission et va se mettre à la disposition de la justice pour que ceci ou cela soit élagué. Pourquoi vous le demandez? Parce que vous estimez à un moment donné que l'institution à laquelle la personne est rattachée et le poste, la fonction, tout ça, doit transpirer certaines valeurs, doit incarner un certain nombre de choses. Et donc du coup, lorsqu'elle est éclaboussée du fait de certains égards, et de certains égarements et de certaines inconduites, il faudrait au moins préserver cette image de l'institution, donc défaire la personne de cette institution. Mais pour moi, ça tombe sous le sens. Et donc, quand vous avez une présidence avec des membres qui, à chaque fois, quand vous vous entendez, lié à ceci, lié à cela, lié à ceci, moi je pense que ça pose énormément de problèmes. Ça pose énormément de problèmes, et d'autant plus que lorsque vous avez l'impression que, ça se passe et puis il n'y a rien. Ça se passe et puis il n'y a rien. Ça se passe et puis il n'y a rien. Bernard, est-ce que c'est véritablement votre appréciation? Parce que c'est vrai, le président l'a dit au départ, celui qui est cité dans une affaire louche, il va répondre de ces actes-là, il ne pourra pas avoir la protection du président. Et après, c'est vrai que pour certaines affaires, c'est la justice qui prend le relais. Est-ce que on peut convenir que le président du Faso quand même fait sa part en acceptant que des personnes soient citées, même si c'est la presse qui le fait, en acceptant que ces personnes répondent de ces actes-là? Est-ce que sa part est jouée et que c'est souvent la lenteur au niveau de la justice qui ne lui facilite pas la tâche? D'abord, il faut reconnaître une chose. Nous venons de très loin en ce qui concerne la gestion des malversations au niveau de la République. Je dis très loin,
À un moment donné, Norbert Zongo, dans un de ses articles, disait que c'était encore la peine de dénoncer, ça valait encore la peine de dénoncer les cas de malversation. Vous dénoncez les malversations d'un DG X ou Y, il est relevé, le président fait vérifier si c'est vrai, effectivement c'est confirmé. Les émissaires viennent lui dire au président, malheureusement, ce que l'indépendant dit est vrai. Malheureusement, ce que l'indépendant dit est vrai. Donc, Blaise Compaoré relève la personne de ses fonctions. Et puis, quelque temps après, la même personne est retrouvée dans une autre boîte entre griffes, plus juteuse que la précédente. Donc, nous étions dans cette tradition. Donc, des gens étaient protégés par le parapluie, la politique et tout ce qui va avec. Donc, on a baigné dans ce système-là pendant longtemps. Et il y en a qui n'ont pas peur, effectivement, et qui se disent, bon, nous sommes au pouvoir, je serai couvert. Donc, il y a cette réalité-là qui colle le Burkinabé à la peau. Il y a eu quel procès exemple, quel procès pédagogique de malversation chez nous depuis l'avènement de la démocratie, ici, s'agissant des crimes économiques? Pas grand-chose. Pour ne pas dire rien. Alors que les scandales sont révélés à souhait. Et comme le dit si bien Norbert Zongo en son temps, ceux qui sont commis à faire des enquêtes pour se rassurer que le journal n'a pas menti, entre griffes, il vient dire malheureusement, monsieur le président, ce que l'indépendant a dit est vrai. Mais la suite, on la connaît, ça ne bouge pas. Donc, il y a cette tradition-là, nous sommes restés longtemps jusqu'à présent, et ceux qui animent la scène politique actuelle étaient les mêmes qui animaient la scène politique au moment où des gens répétaient, monsieur le président, malheureusement, c'est vrai. Donc, ça colle à la peau. Donc, alors que les temps ont changé, il y a eu un virage à partir de 2014, où, même si vous êtes protégé, ça ne va pas être pour longtemps. Donc, c'est un élément fondamental à prendre en compte. L'autre aspect, il y a deux choses. En la matière, on a une justice, une presse d'investigation qui a fait son travail, une justice normale qui devait tout saisir. Et puis bon, la suite, comme on appelle ça, continue. Et maintenant, sur le plan justice, elle est mise en branle. Et puis, bon, vous n'avez pas de protection, vous avez de protection, mais quoi qu'il en soit, la justice est mise en branle et puis elle continue. Mais il y a l'aspect administratif, l'aspect gestion administrative, qui fait en sorte que vous pouvez être relevé de vos fonctions à titre conservatoire, être mis à la disposition de la justice, et puis bon, après vous revenez. Mais sur le plan administratif, les sanctions administratives ne sont pas prononcées. Le conseil de discipline au niveau des ministères, ça ne fonctionne pratiquement pas. Dans les administrations où il y en a, ça ne fonctionne pratiquement pas. Les services qui devaient s'occuper de ces choses-là se font attendre ou ne font pas le boulot ou ne sont pas existants, alors qu'il y a un mécanisme qui permet effectivement que ces services existent. Donc, il y a la colonne administrative là, qui permet les sanctions administratives qui n'est pas encore en marche. Ce qui fait qu'ils sont rares qui sont relevés à titre conservatoire, en attendant que les enquêtes se poursuivent, ou qui disent « je me mets à la disposition de la justice moi-même ». Les rares cas qu'on a vus, c'est des gens qui ont été déposés. Mais le côté administratif, on ne l'a pas. Depuis des lustres, et ça a été comme ça. Et même pendant le coup d'État, les sanctions administratives, même dans les rangs de l'armée, on ne l'a pas vu. Donc, les sanctions administratives sont rares au niveau du Burkina Faso. Tout le monde dit la justice, et puis la justice prend son temps, parce que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes, elle ne subit pas de pression, et puis ce n'est pas le même rythme. Parce que vous vous trompez dans les procédures, et puis c'est terminé. Alors que sur le plan administratif, dès lors que vous êtes soupçonné, la presse a révélé, puis bon, on se rend compte que, mais voilà, la suite, elle est connue. Mais là, ce schéma-là, on ne l'a pas. Alors que cela pouvait faire attention aux uns aux autres. Dès lors qu'il y a les sanctions administratives qui sont prononcées, déjà ça pouvait faire dire à certains de faire très attention. Mais regardons le dossier GSPR. Je lis un bout de la sortie du procureur Haruna Yoda. Il dit: l'audition du commandant du GSPR a permis de confirmer l'écrit du journal quant à l'existence de faux ordres de mission ayant donné lieu à des paiements de frais de mission à certains éléments du GSPR. Il est ressorti de cette enquête qui a corroboré les faits dénoncés par la presse que des éléments ont fait des demandes d'ordre de mission puis obtenu des ordres de mission qui leur ont permis de se faire payer indûment parce qu'aucune mission n'a été effectuée.
Les éléments incriminés, tous gendarmes, reconnaissent sans embâche les faits et ont perçu des sommes d'argent variant entre 700 000 et 1 480 000 francs CFA. Je m'arrête là. Les faits sont clairs. D'ailleurs, le procureur a précisé à la suite que ça n'attend d'être programmé. Parmi la chaîne de commandement et ceux qui ont payé, qui a été relevé de ces fonctions à titre conservatoire en attendant l'issue judiciaire. Mais le dossier est programmé, c'est-à-dire il y a du béton, il y a du solide, il y a des preuves. Mais il faut aussi reconnaître que la sortie du procureur date de quelques jours sur la question. Oui, date de quelques jours sur la question, président. Mais nous n'avons pas entendu que quelqu'un ait été relevé pour ça au niveau de la présidence du Faso. Nous n'avons pas entendu que quand le journal a fait son travail, et corroboré par des faits vrais comme il y a ici, et des gens aient été relevés. Pourtant, il y a beaucoup qui ont été entendus. La secrétaire générale de la présidence du Faso a été entendue. Le directeur administratif et financier a été entendu, et puis d'autres éléments. Mais la question, ils ont été payés. S'ils ont été payés, il y a quelqu'un qui a enlevé l'argent donné. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas cambriolé le coffre. Ils ne sont pas allés prendre de force. Il y a quelqu'un qui a payé. Oui, l'autre question, c'est est-ce que, aussi immédiatement qu'un journal révèle une affaire, qu'il faut sanctionner, est-ce qu'il ne faut pas attendre un certain degré de connaissance des faits avant quand même de prendre une décision? Mais c'est ce que j'ai dit. Le dossier est programmé. Des gens ont avoué avoir perçu indûment de l'argent sur la base de faux ordres de mission. Et ce sont des éléments de sécurité qui sont là d'abord prioritairement pour la sécurité des lieux et du président. C'est d'abord ça. C'est un sacerdoce qu'ils incarnent, et c'est des valeurs qu'ils incarnent, ces messieurs-là et ces dames-là. Mais maintenant, les choses ont été clairement établies. Ils ont avoué, c'est ce que le procureur qui le dit. Il dit a permis de confirmer l'écrit du journal quant aux faux ordres de mission, que les éléments incriminés reconnaissent sans embâche les faits et ont perçu même les montants ont été précisés, président. C'est pourquoi j'ai dit, il y a quelqu'un qui a payé. La question c'est pourquoi il a payé. Bon, comme vous payez indûment, en attendant que la justice se fasse, nous vous relevons aussi pour ne pas que vous continuez de payer indûment. Est-ce que ces questions, ces responsabilités sur le plan purement administratif ont été situées? Parce que nous doutons de la qualité de tout ce que vous allez entreprendre maintenant comme action dans le sang des peuples. Est-ce que ça a été fait? Si ça a été fait, on nous le dit parce que les Burkinabés ont besoin de savoir. Si ça n'a pas été fait, alors c'est pas, il y a quelque chose qui tourne par rond. Donc c'est pourquoi j'ai dit les sanctions sur le plan administratif tardent. Ou n'existent pas, alors que la procédure également le permet. Donc c'est pourquoi j'ai dit c'est un élément qui est fondamental et c'est à tous les niveaux. Et ce n'est pas la première fois que nous avons ces genres de situations. Alors que j'ai dit, à partir de ce moment, il y a des gens qui vont commencer à dire faisons attention parce que. Mais le bon exemple inspirant de là-haut à partir de ce mécanisme-là, pour le moment, le bon exemple se fait attendre. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce que le président du Faso manque de fermeté, de rigueur sur la question, ou bien les choses lui échappent clairement? Bon, il y a un manque de fermeté sur certaines questions. Et puis, pour finir, il est éclaboussé, je le dis encore, parce que je dis, on ne vous entoure pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent, mais vous vous entourez, vous êtes un président, vous choisissez qui va vous conseiller, vous choisissez avec qui vous allez travailler. Donc il y a quand même un minimum de probité que ces personnes-là devraient transpirer. On va vous faire l'économie de rappeler encore des courriers de la présidence qui se retrouvent encore sur les réseaux sociaux. Mais c'est difficile de comprendre ces choses-là. Donc quand ça donne l'impression d'un manque de sérieux, ça donne beaucoup de choses à redire. C'est le commandant in chief qui est remis aussi en cause dans la fermeté et dans sa rigueur. Et ça, je le dis encore, il y a un gros travail à faire. Et puis, pour terminer, c'est qu'on a souvent un problème. C'est que les gens ont l'impression que à partir du moment où vous laissez tomber X ou Y parce qu'il est cité dans ceci, il est cité dans cela, ou bien il y a des suspicions qui sont des plus pesantes sur sa personne, c'est comme si vous vous fragilisiez parce que c'est des gens de votre camp et donc à un moment donné vous démontrez oui c'est vrai qu'il y a corruption, il y a ceci, il y a cela. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que c'est dans votre façon d'enlever le mouton noir du milieu de vous qu'on sait que vous êtes quelqu'un d'intègre. C'est là où on vous reconnaît certaines valeurs. Ce n'est pas sauver la face qui est le plus important. C'est quel message vous donnez aux autres
par les décisions que vous prenez, par la fermeté que vous envoyez en termes de messages. Pour moi, c'est ça le plus important. Et il y a beaucoup à redire pour ce qui concerne ce chapitre-là et concernant la fermeté de notre président. D'accord, vous le dites bien, il y a beaucoup à dire. On aura l'occasion certainement en d'autres occasions d'y revenir. Mais déjà, disons merci au journal Livre et Info de nous avoir partagé cette réflexion qui pourrait nourrir effectivement les débats les jours à venir. Merci à tous les deux pour vos analyses. On va maintenant parler de l'actualité au niveau du Bénin. Déjà avec cette information partagée par le magazine Jeune Afrique qui fait cas d'une nouvelle tentative de coup d'État au Bénin. Le journal parle du 25 au 26 juin 2020, donc et à l'occasion du point de presse hebdomadaire du gouvernement, le porte-parole du gouvernement donc a abordé la question et il a effectivement annoncé qu'une dizaine de personnes ont réellement été arrêtées et présentées à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et selon le porte-parole du gouvernement, ces individus ont été arrêtés pour avoir donc posé des actes jugés contraires à la paix, mais par contre, il ignore leur implication dans une tentative de coup d'État. Il attend donc, il a fait savoir qu'il revient au magazine de révéler ses sources et il dit pour lui qu'il est trop tôt de lier ces arrestations de ces individus à une tentative de coup d'État. Il souhaite que la justice fasse son travail pour que chacun soit situé sur les faits reprochés aux accusés. Quel jugement porter à cette autre actualité? C'est un sujet que nous n'avons pas eu le temps d'aborder hier. Déjà, Bernard Bougman, Jeune Afrique, qui dévance l'iguane dans l'eau, va-t-on dire, ce magazine qui est introduit dans les couloirs des palais présidentiels, donne une information qui n'est pas confirmée par les autorités compétentes. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, en tout cas, les autorités refusent de dire que c'est dans le cas d'un coup d'État, disent que c'est des enquêtes qui, comme on appelle ça, qui sont en train d'avancer. Et donc, le ministre d'ailleurs dit, le porte-parole dit en phase d'instruction, et rien ne confirme que ces différents individus s'apprêtent à perpétrer quoi que ce soit. Donc, on ne sait pas ce qui leur est effectivement reproché, sauf que le journal Le Monde dit ils ont été mis sur écoute et ils étaient filés à leur insu. Le projet était avancé et ils envisageaient d'aller au Nigeria acheter des armes, assure l'instruction. C'est ce que révèle également le journal Le Monde. Donc pour le journal Le Monde, qui dit selon l'instruction. Donc, ils devaient aller au Nigeria payer des armes. Donc, les armes ne sont pas encore payées, mais bon, sont au stade d'aller effectivement acheter des armes et puis revenir. Donc, perpétrer le coup d'État. Donc, j'ai dit, selon le journal, c'est l'instruction qui doit effectivement communiquer cela. Maintenant, c'est pas aussi la première fois qu'au Bénin, on a entendu parler sous la présidente du Talon, parce qu'en août 2019, il y a eu aussi des cas pareils, donc un cas pareil mais qui est demeuré sans suite. Alors peut-être que là aussi ça va être sans suite, donc on attend aussi de voir comment est-ce que les choses vont se passer, mais il y a beaucoup de bruit tout autour. Patrice Talon étant taxé d'être autoritaire. D'ailleurs, le journal Le Monde encore a un article où dit au Bénin, 4 ans après l'élection de Patrice Talon, la dérive autoritaire. Si ce sont nos présidents, ils sont autoritaires. Si c'est là-bas, on dit hyper-président. On dit Jupiter, pas autoritaire. Donc, est-ce que la dérive supposée autoritaire de M. Talon mérite effectivement que des gens prennent des armes? Surtout 4 ans après, il a quelque part de la fin du mandat. Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre sereinement pour mettre fin à la dérive autoritaire par les urnes? Si ce qu'il a annoncé n'est pas se représenter. Voilà. Si tel est le cas, pour quelqu'un d'ailleurs qui a annoncé ne pas se présenter, donc si tel est le cas, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas attendre? Ça va être du gâchis, j'ai dit bien du gâchis, parce que bon, quelqu'un qui dit qu'il ne va pas se présenter et qui est pratiquement à la fin de son mandat, comment est-ce que des gens peuvent réfléchir dans ces conditions-là, effectivement, envisager un coup d'État? Surtout que le Bénin a eu un coup d'État, ça date de très longtemps. J'ai dit bien de très longtemps. Le dernier putschiste en date, Mathieu Kérékou, qui a pris la veste du démocrate, qui est devenu président, battu par Nicéphore Soglo, et qui est revenu battre Nicéphore Soglo, avant effectivement de prendre sa retraite politique, et a pu également contribuer à consacrer une bonne assise de la démocratie béninoise. Maintenant, une démocratie béninoise respectée par son caractère, en tout cas pour le moment sur le continent, donc ouest africain,
mais qui a des forces et des faiblesses en fonction du président qui y était. Du temps de Boni Yayi, c'est des scandales, des faits de corruption, de malversation et beaucoup d'autres choses qui ont été reprochées. Donc Talon, on parle de dérive autoritaire. Donc c'est en fonction aussi de la qualité des hommes que les démocraties vont se faire. Même les pays européens que parfois on cite en exemple, en fonction de la qualité du président, on doit voir de Mitterrand à Chirac. Et tout récemment, Nicolas Sarkozy, François Hollande et l'actuel Emmanuel Macron, mais il y a eu des hauts et des bas. Nicolas Sarkozy était taxé d'hyper-président et tout, voilà, sa méthode. Hollande est venu qualifié de président par défaut par les Français, la situation on la connaît. Macron aussi est venu, Jupiter c'est son surnom, et puis ça évolue. Donc c'est la même chose. Donc, en fonction de la qualité des hommes, la gouvernance va être effectivement différente. Donc, c'est accepter que la personne que vous élisez vient avec ses forces et ses faiblesses. Parce que je le dis, si tant est que c'est parce qu'il y a des dérives autoritaires que des gens veulent effectivement perpétrer un coup d'État, ça veut dire il faut d'abord approfondir la réflexion. Est-ce que ça doit être encore un montage, tout simplement? Parce que il dit, là, le journal révèle qu'ils envisagent aller payer les armes. Ils n'ont pas encore effectivement les armes, ils envisagent y aller. Donc, on attend de voir. Je dis bien, parce que dans ce Bénin, il faut réfléchir par 2 fois avant d'envisager un coup d'État. Le contexte ouest-africain, c'est très difficile. Compte tenu de la question terroriste, ceux qui ont tenté de faire des coups d'État ces derniers moments se sont mordus le doigt. Le Mali, le Burkina Faso, et j'en passe. Donc, il faut réfléchir par 2 fois avant effectivement de pouvoir le faire. Au Niger, ça a été accepté. J'ai dit bien accepté entre griffes. Les gens ont condamné du bout des lèvres l'affaire Tarjartier avec les Salou Djibo, parce que là, le contexte était très différent. Et il y avait des gens qui disaient, bon, il fallait mettre stop à Tandja, qui veut d'abord une prolongation, avant encore de briguer d'autres mandats. Donc, coup d'État salvateur en son temps, mais bon, aujourd'hui, les choses ont changé. Alors, est-ce que c'est vrai? La question aussi de la crédibilité de ce vrai faux coup d'État se pose. Là aussi, il ne faut pas se perdre de vue. Pour terminer, il y a 2 personnes étrangères qui ont été effectivement mises aux arrêts là-bas pour des soupçons de terrorisme. Là aussi, le journal dit. Et pour les autorités judiciaires, ils disent que c'est 2 Pakistanais qui ont été arrêtés pour des soupçons de terrorisme. Mais les 2 actions ne sont pas du tout liées. Là aussi, la précision a été donnée que ce n'est pas du tout lié. Mais qu'est-ce qui leur est reproché? Et comme la juridiction spéciale mise par Patrice Talon pour la répression économique et le terrorisme, on attend de voir comment est-ce que l'enquête va se produire. Peut-être que ça va rester aussi comme en août 2019 où c'est resté sans suite. D'accord. Geoffroy Vaha, le Bénin est un exemple de démocratie cité dans la sous-région, avec 2 informations de tentatives de coup d'État, même si cela reste à confirmer. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, là, ce que cela nous inspire, d'abord, c'est une question, c'est qui en veut vraiment à Talon? C'est une question qui est quand même majeure. Et ça fait la 2e fois, vous le dites, mais la première, on n'en a pas eu le clair mot. On avait des informations sur lesquelles, c'est ce qui avait été révélé notamment par le pouvoir, des personnes qui voulaient organiser ce coup d'État-là s'entraînaient même sur une plage et tout. Bon, je ne sais pas si c'est le lieu indiqué. Bon, je veux dire que ça fait qu'on se pose aussi beaucoup de questions. Maintenant, pour la dernière tentative qui a été révélée, vous voyez que c'est pratiquement la dizaine de personnes arrêtées, militaires et civiles. Et puis, il y a quelque chose qui passe pas quand même sous silence, qu'il faut bien regarder. Il y a le chauffeur, si je ne m'abuse, de Kérékou Fils. Tout à fait. Colonel de l'armée. Voilà, colonel de l'armée. Donc ça veut dire, est-ce qu'il faut y voir un lien avec ce Kérékou là? Donc du coup, il y a beaucoup de questions qu'on pourrait se poser. Mais en même temps, je pense aussi qu'il y a la réalité de notre région. Pour moi, c'est passé aujourd'hui l'époque du coup d'État pour s'installer. Ça, au moins, c'est clair. Je crois que pour ce qui est du Burkina, on en a eu la leçon. Il y en a qui ont dit écoute, t'as le plus bête et tout, mais on en a eu la leçon. Le plus important, ce n'est pas de pouvoir chasser celui qui est là, mais c'est de pouvoir s'installer avec l'assentiment d'une communauté internationale et puis contenir les risques d'une implosion. Ça, c'est un autre enjeu. Ça fait aujourd'hui que les coups d'État, pour moi, et il y a la lecture de l'évolution des choses, ne peut être qu'une volonté soit de déstabilisation
de façon claire, ou de déstructuration pour une redistribution de cartes. Ça veut dire que celui qui le fait ne vient pas s'assumer, c'est pas le pouvoir qui... Le pouvoir peut-être peut intéresser, mais celui qui le fait, il sait qu'il ne s'assera pas. C'est pour redistribuer les cartes, donc il vient en mission. C'est quelqu'un qui vient en mission. Et quand vous prenez cela ainsi, vous dites aussi, il faut regarder dans les aigreurs, dans les ressentis qu'il y a au sein de la classe politique béninoise aujourd'hui. Et c'est vrai, Talon, il est vu comme quelqu'un il y en a qui disent suffisant, quelqu'un qui va direct, qui lorsqu'il veut quelque chose, en tout cas s'il faut marcher sur de l'opposition, il le fera. Donc du coup, quand vous voyez ces choses, et même les consultations électorales, les consultations dernières, vous avez vu qu'il y a une opposition qui a fait feu de tout bois. Mais ça s'est passé comme Talon le voulait. Donc, à un moment donné, vous avez besoin d'une redistribution de cartes. Vous avez besoin que les choses se fassent autrement. Parce que celui qui est là, il est très fort et il use de tout son poids pour parvenir à ses objectifs. Et ça laisse le lit aussi, quelquefois, à ce type de projet qui ramène toujours les États en arrière, ça c'est une réalité, mais qui pour certains donne l'opportunité d'une redistribution de cartes, comme je le disais, et puis c'est tout. Mais ça ramène c'est que toujours... vous dites intéressant, mais avec tout ce qu'on dit sur le président Talon, autoritaire, ou le milieu du pouvoir et tout, est-ce que vous comprenez sa prudence à ne pas prendre sur lui les avantages d'une telle information? Parce que les régimes autoritaires l'auraient exploité pour durcir un peu la main quant à certaines libertés et tout. Oui, mais à la vérité aussi, c'est que la matière n'est pas si consistante pour se permettre de surfer là-dessus. C'est pas une bonne vague. Parce que vous soupçonnez des gens de coup d'État qui n'ont même pas encore acheté d'armes parce qu'ils doivent aller les acheter. Vous comprenez que ça veut dire que la matière n'est pas si dense que ça. Donc, même si vous asseyez toute une communication autour, vous paraîtrez ridicule. Et ça, c'est une réalité. Donc, c'est beaucoup plus une rumeur. Il y a des gens qui sont arrêtés. On entendra. Mais le problème, c'est que c'est pas la première fois, comme je disais. Il y a une autre affaire dans laquelle d'autres personnes ont été arrêtées pour tentative de coup d'État ou organisation, quelque chose de ce genre. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de suite tangible. Il n'y a pas d'éléments qui viennent ajouter plus de choses que cela. Donc du coup, on reste un peu sur sa fin. Maintenant, faut reconnaître aussi qu'on a des peuples qui sont un peu plus matures. Avant, vous tuez votre cheval et votre chien, vous sortez vous dire qu'on a tenté de rentrer chez vous et on a tenté de tuer le président. On montre aux 20 heures le cheval blanc qui a été égorgé. Et voilà. Et puis, un salon sans dessus-dessous, quelques impacts de balles, et puis tout le monde dit « ouh ». Et puis, il y a une inversion des choses, capital sympathie du président, ça monte et tout. Ah ben ça c'est fini cette ère-là. Ça c'est fini. D'accord. Et que dire du journal Jeune Afrique, peut-être pour terminer? Comment? Que dire du journal Jeune Afrique dans cette affaire qui annonce les informations et le régime de Cotonou qui dit c'est au journal de fournir les preuves? Oui, mais bon, c'est ce que je dis. Moi je suis toujours mal à l'aise quand il s'agit des petites frictions qu'il y a entre nos pouvoirs et certains médias qui sont, quoi qu'on dise aussi, leurs communicants par moment, parce qu'ils les paient bien, et grassement d'ailleurs, pour faire passer leur communication lorsqu'ils veulent inverser les tendances et tout. Ça, c'est maintenant, quand ces mêmes médias-là dont on entend toujours les bruits de talons dans leur couloir et qui entendent tout, les révèlent, ça dérange. Je crois aussi que c'est comment dire cela, c'est comme un problème de couple dont il ne faut pas se mêler. Parce qu'ils sont toujours ensemble. Oui, disons-le vraiment, la plupart de nos pouvoirs ne donnent pas la claire mesure des choses à leurs médias. Je parle des médias locaux. Ils préfèrent donner la part belle à ces médias-là qu'ils payent grassement. Et après, lorsque surviennent... Parce que comme vous payez grassement, sachez qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui paye grassement pour autre chose. Et quand ils se retrouvent pris emmêlés dans les pinceaux, c'est nous qui regardons.
Maintenant, moi je préfère ne pas rentrer là-dedans. C'est une question c'est comme une question de couple. Bernard, quelque chose à dire là-dessus? Oui, voilà, qui est très bien dit. Effectivement, c'est difficile de rentrer dedans parce que certains sont pratiquement des communicants. Voilà. Maintenant, il y a des médias aussi qui ne portent pas certains présidents africains dans leur cœur parce que monsieur aurait refusé les services. Ou bien, qui dit, c'est vrai, par moment on se rend service, mais nous devons faire notre boulot. Donc, quand il y a à dire, nous allons dire. Maintenant, s'il y a aussi à collaborer, nous allons collaborer. Donc, je pense qu'il y a... Je joue cash, quoi. Donc c'est difficile de rentrer entre... effectivement, ces messieurs. Mais monsieur Talon, donc le président du Bénin, n'a pas forcément que des amis de l'autre côté. On se souvient de comment est-ce qu'il est venu, comment est-ce qu'il a bousculé Zessou, qui est un pur produit, qui a tout fait d'ailleurs en France, et que Boni Yahi a fait venir pour préparer comme successeur. Donc la suite, on la connaît. Il y a certains grands des hommes du milieu des affaires français qui ont vu des marchés échapper, comme Bolloré, par rapport au port. On l'a vu aussi, ça a été un grand bruit, ça a soulevé un grand tollé. Donc la réalité aussi, elle est là implacable. Donc Patrice Talon aussi, c'est qu'il ne joue pas sur un terrain conquis, compte tenu des enjeux, compte tenu de ce qu'il a posé comme geste et de ce qu'il a fait perdre à certaines grosses entreprises de l'autre côté de la mer. Donc il est conscient de toutes ces choses-là. Mais de là à ce que ces personnes ne lui portent pas dans leur cœur et qu'au terme de quelques mois, je disais à la fin de son mandat, des gens veulent effectivement renverser. Là je sais pas. Maintenant, par rapport aux médias internationaux, avec nos présidences, c'est comme l'a si bien dit Geoffroy, c'est vraiment une affaire de couple et c'est très difficile de mettre son doigt entre l'arbre et l'écorce. D'accord. Pour ce qui est de cette information des coups d'État déjoués, on va attendre de voir les résultats de l'enquête qui ont été en tout cas promises par le gouvernement béninois. Merci déjà d'avoir donné votre lecture de la situation. On va maintenant en 5 minutes parler donc du retour du successeur désigné de Alassane Dramane Ouattara, Mamadou Gon Coulibaly, lui qui avait été évacué en mai dernier en France pour soigner donc ses problèmes cardiaques. Et du coup, il était sujet de toutes les conversations, en tout cas au bord de la lagune ébriée. Que devient Gon Coulibaly? Va-t-il rentrer en Côte d'Ivoire? Va-t-il pouvoir mener sa campagne comme prévu? Puisque certains le donnaient déjà gravement malade et pour d'autres même complètement invalide. Alors, finalement, il est rentré hier jeudi, accueilli par le président Ouattara et son épouse. Et en tout cas, il promet reprendre sa place et mener à bien sa campagne comme successeur d'Alassane Dramane Ouattara pour le compte de son parti. Alors, Bernard Bougma, a-t-on vendu moins cher la peau de l'ours, va-t-on dire? La peau de l'ours, on dira du lion, parce qu'il est surnommé le lion de la savane en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens d'ailleurs l'appellent le lion. Et donc, c'est vrai, aujourd'hui c'est un lion blessé compte tenu de la maladie et de tout ce qui s'en est suivi, mais on n'en demeure pas moins que c'est un lion qui peut toujours rugir. Maintenant, rugir jusqu'à effrayer qui? Là, on attend maintenant de voir. Alassane Ouattara ne fait pas aussi les choses dans la dentelle. Il est allé accueillir son premier ministre et son produit de transfert vers une nouvelle génération. Maintenant, il y a une question principale. Alassane avait dit si les anciens qui ont conduit la Côte d'Ivoire dans un certain décor, il va candidater. L'on laisse maintenant savoir s'il va rétropédaler. C'est parce que c'est très important aussi de le savoir. Autre fait, Gon Coulibaly, qui est le candidat désigné par Alassane et qui on demande à tout le monde d'accepter, d'accompagner. Il lui reste aussi de dire aux Ivoiriens si, en fonction de son état de santé, il accepte ou pas le challenge. Parce que aussi, c'est la décision d'un homme, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Est-ce qu'il sera à la hauteur du challenge compte tenu des soucis de santé? Parce que ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans, si davantage, il a un deuxième mandat, ça va lui faire 10 ans de course à gauche et à droite et de nuit sans sommeil. Et c'est un travail harassant. Est-ce que lui-même sera à la hauteur des enjeux? C'est à lui aussi de dire ça aux Ivoiriens. Mais toujours est-il que vous avez dit qu'il a été présenté comme invalide, il a même été présenté comme mort. Les gens ont publié sur les réseaux sociaux qu'il ne vivait même plus. Avant de se rattraper très rapidement. Donc, et maintenant, il est revenu. Et donc, la suite, c'est comment est-ce que les choses vont se passer entre lui et puis
son remplaçant, non, celui qui remplace, Alassane Ouattara, certainement les jours à venir, les Ivoiriens sauront davantage si monsieur va continuer ou pas. Parce qu'il y a aussi sa décision personnelle qui compte dans cette affaire. Il y a des Ivoiriens aussi qui attendent. Il y a un Henri Konan Bédié qui est aussi candidat. C'est vrai que depuis l'évacuation de Gon Coulibaly à Paris, et puis l'implication, sinon la citation de monsieur, comment il s'appelle, le Premier ministre par intérim, voilà, Ahmed Bakayoko, sur les questions de stupéfiants et autres. D'aucuns avaient vu la possibilité pour le président Ouattara de rebelloter au regard de l'impossibilité de trouver un dauphin. Finalement, est-ce que ce retour symbolise sa fermeté, sa volonté à respecter sa parole? Oh non, mais le retour de Gon Coulibaly, je pense que ça ne dépendait pas d'Alassane Ouattara et même pas de Gon Coulibaly. C'est un plan de Dieu, on dira comme ça, parce que c'est une question de santé. Ça veut dire que ça aurait pu se passer de façon plus compliquée et que Gon ne serait même pas rentré. Donc je veux dire que c'est-à-dire que il y a eu cette communication qu'il y a eu tout le temps de l'absence de Gon Coulibaly, avec les visioconférences dont on faisait les captures d'écran, dont la présidente faisait les captures d'écran pour montrer donc au reste des Ivoiriens que l'homme allait bien et tout. Donc il y avait toute une communication pour entretenir le retour. Maintenant, en espérant que Dieu voulant, l'homme puisse recouvrer sa santé. Maintenant, il était parti seulement pour quelques semaines. Maintenant, apparemment, il a été hospitalisé 2 fois, donc il a fait jusqu'à 2 mois. On parle d'une coronarographie, ce qui est bien compliqué. N'oublions pas que ce monsieur, il a été transplanté du cœur en 2012, donc vous savez que c'est pas bénigne comme chose à traiter, donc il a un problème qui est vraiment compliqué. Donc tout va dépendre vraiment de sa santé. Ça veut dire que le choix que Alassane a fait dépendra de la santé de Gon Coulibaly, qui est une santé qui n'est pas si simple. Parce qu'on parle de cœur et c'est pas facile. Vous vous inquiétez, mais lui il rassure qu'il va bien. Ouais, il n'est pas Dieu, tout ce qu'il peut faire, c'est espérer que le monsieur aille bien et que les choses se passent bien. Je dis, il était parti seulement pour quelques semaines, il a été hospitalisé 2 fois. Il revient pour une campagne qui va commencer, et quand on dit période de campagne, vous et moi nous savons ce que c'est. Ah oui. C'est de l'énergie, et pour quelqu'un même qui est bien portant, c'est très exténuant. C'est intense. Voilà, et encore plus pour quelqu'un qui vient d'un traitement pareil sur le cœur et tout, c'est pas simple à gérer. Donc, du coup, on se demande, est-ce qu'il aura le punch, il aura la niaque pour pouvoir incarner tout cela? Parce que n'oublions pas, il a été présenté comme quoi? Il a été présenté comme l'autre génération qui vient, à 61 ans quand même. Et avec le problème qu'il a. Mais pour moi, le souci, c'est que le camp d'en face, ceux qui sont en face, rendent un peu la tâche facile. Parce que quand vous mettez Gon, mais je suis désolé, vous mettez aussi Bédié à côté. 86 ans. Le monsieur, vous vous demandez comment il va faire campagne si à la fin il est candidat du PDCI. Ça sera la même chose. Les Ivoiriens auront à choisir entre 2 visages qui n'incarnent pas la jeunesse, qui n'incarnent pas le changement voulu. Mais il n'y a pas que Bédié. Mais le problème, vous regardez aussi au FPI, tout le monde est pendu à ce qui se passera du côté de la CPI avec Gbagbo. Peut-être qu'il y aura un short time où on va s'aligner derrière quelqu'un parce qu'il y a des jeux il y a des jeux de discussion qui se font et de positionnement politique. Mais quand vous regardez, je dis, c'est pas ce qu'on pensait pour une Côte d'Ivoire avec beaucoup de cadres, beaucoup de jeunes qui ont capacité à candidater, qui ont capacité à offrir plus à ce pays-là. En tout cas, il rassure à être en bonne forme pour mener cette campagne-là, en attendant de voir comment est-ce qu'il va se comporter au cours donc, de la campagne présidentielle, électorale, on va dire. Merci à tous les deux, merci également à tous ceux qui nous ont suivis. On vous retrouve lundi pour d'autres sujets d'actualité. Prions pour que la paix nous fasse la guerre et que la guerre nous fasse la paix. Au revoir et à lundi.